Salut Internet, moi c'est Raphaël Lacoste, je suis illustrateur et ma passion c'est le dessin. J'ai d'ailleurs une chaîne à ce sujet-là. Sinon, accessoirement, je suis aussi le directeur artistique du prochain Assassin's Creed Origins. Voilà, bonne vidéo avec le doc. Wow, ok, un des big boss d'Assassin's Creed qui me fait un salut internet. Ok, c'est bien stylé, mais vous allez voir qu'il y a une raison. Et bien entendu, Raphaël, je reparle de ta chaîne à la fin de la vidéo. Ok, on peut commencer maintenant. Il faut que je vous avoue un truc, ça fait un certain temps que j'ai envie de vous faire une vidéo sur la mythologie égyptienne, tout simplement parce que c'est un véritable bazar et c'est super marrant à raconter, vous allez voir. Et justement, juste quand j'allais vous faire cette vidéo, bah il se trouve que j'ai reçu un appel de personnes que je connais, parce que j'ai déjà bossé avec eux, c'est Ubisoft, hein, vous savez que j'ai déjà fait une vidéo avec eux. Ils m'ont demandé si je voulais parler du prochain jeu qui sort, Assassin's Creed Origins, qui justement se passe en Égypte antique, et ils m'ont dit que pour ça on pouvait privatiser un endroit assez stylé. On y est. On est au British Museum, on va privatiser toute la partie Égypte, ça tombait pas mal pour la vidéo. Autant te dire que j'ai dit oui, et puis bah c'est parti, hein, on va se faire une petite vidéo bien sympathique sur l'Égypte antique et la mythologie. Bon, pour la suite de cet épisode, c'est plus pratique, on va repasser en voix off. Donc, comment le monde s'est-il créé? Quelle grande question. Déjà, créer un monde, c'est pas donné à tout le monde, justement. Faut soit être un dieu, hein, faut avouer que ça aide quand même, soit, je sais pas, être développeur de jeux vidéo pour directement créer un monde virtuel. Et comme je te l'ai dit en intro, avoir la chance de rencontrer tout ce beau monde, ça me permet de te parler d'un truc historique que j'adore, comment les Égyptiens voyaient la création du monde. Et mine de rien, la question entraîne plein d'autres questions. Comment c'était leur vie au quotidien, et comment tu recrées tout ça le plus fidèlement possible quand tu décides de faire un open world qui se passe en Égypte à l'époque de Cléopâtre. Enfin bon, bref, parlons un petit peu des dieux égyptiens. Et non, je fais cette blague une fois, voilà, hein, t'as vu, c'est les dieux égyptiens de Yu-Gi-Oh! Pour ceux qui veulent mettre ça en commentaire, ils sont beaux, mais ça n'a rien à voir. Enfin, sauf que lui, il s'appelle Ra et que... Bon, bref. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très compliqué de connaître exactement la mythologie égyptienne. Et ce, pour beaucoup de raisons. D'abord, faut pas oublier que leur histoire s'étale sur 3000 ans, donc les mecs de la fin de l'Égypte, déjà eux-mêmes, ils devaient pas tout capter des premiers Égyptiens, parce que les gars, ils ont pas genre un seul ouvrage qui résume tout. Non, plein de nouveaux dieux et de nouvelles croyances se sont greffés au fil des siècles. Ensuite, faut s'imaginer que chaque ville, chaque région vénérait un petit peu plus un dieu en particulier. Genre à Memphis, par exemple, ils adoraient surtout le dieu Ptah. Donc tu vois, d'une ville à l'autre, t'avais déjà pas forcément les mêmes mythes. Mais surtout, faut pas oublier que les mecs, ils t'ont pas laissé de jolis carnets de notes écrits en français. Non, les hiéroglyphes, ça fait genre 200 ans qu'ils sont déchiffrés, mais ça veut pas dire que c'est facile. Une experte m'a expliqué que pour être à l'aise pour lire une fresque, il te faut bien 10 ans d'études. Et que même si t'as un super texte qui t'explique un mythe, que t'as un super égyptologue qui comprend parfaitement les hiéroglyphes, et ben faut encore les comprendre. Non mais c'est vrai, t'imagines si dans 3000 ans, un mec tombe sur la Bible en mode mange mon corps et bois mon sang. Ils vont nous prendre pour des tarés de cannibales. Et ben c'est exactement pareil. Souvent les textes sont très imagés et il faut savoir lire entre les lignes. Ok, maintenant que tu comprends que je suis obligé d'y aller avec des pincettes, je peux te parler d'une ville en particulier, Héliopolis, et surtout de sa cosmogonie. En gros, comment ils s'imaginaient la création du monde. Pour eux, tout commence avec le Noun, l'océan primordial. Enfin, c'est pas vraiment un océan, les Égyptiens ils voient ça comme une sorte de magma noir dans lequel il se passe rien, mais en même temps tout peut se passer aussi, tout attend d'être créé en fait. Le Noun c'est ça, c'est un gros magma de potentiel, mais pour l'instant c'est le néant. Y a pas de temps, y a pas de jour, pas de vie, pas de mort, juste le Noun. Déjà ça comme concept, bon, c'est spécial. Sauf qu'un jour, quelqu'un, enfin quelque chose, à l'intérieur du Noun, va prendre conscience de son existence. Comme ça, tranquille. Bon, évidemment, tu te sens un petit peu seul à flotter dans le Noun avec rien d'autre que la conscience de toi-même, donc il décide de se faire apparaître un corps, se donner une limite. C'est déjà une première étape pour moins s'ennuyer. Et bim, Atum apparaît, le tout premier des dieux, celui qui s'est formé lui-même, comme ils l'appelaient les mecs à l'époque. Atum, c'est la première des 3 formes du soleil. Il incarne le soleil couchant. Ouais, me demande pas pourquoi c'est pas le soleil levant qui apparaît en premier, j'en sais rien. Les 2 autres formes qui vont apparaître ensuite seront Ra, le soleil de midi, et Khepri, le soleil levant. Tiens, d'ailleurs, avec ce nom un petit peu compliqué, j'en profite, comme à chaque vidéo où il y a des prononciations un petit peu compliquées, désolé, hein, je parle pas égyptien couramment. Bref, on est d'accord, une fois que t'as un corps, ça sert à rien si tout le reste à côté, ça reste le Noun. Faut au moins, je sais pas, pouvoir se poser sur un truc stable pour arrêter de flotter bêtement. Et bim, c'est l'apparition du Ben Ben, la colline primordiale qui surgit du Noun. Le tout premier lopin de terre
l'ère de l'histoire. Et pour l'anecdote, le Benben est souvent représenté comme une petite pyramide, comme celle qu'on trouve en haut de l'obélisque à Paris par exemple. Ensuite Atum, bah il s'ennuie, et il va se mettre en tête de faire des gosses, hein, tant qu'à faire. Et là, il y a plusieurs versions qui diffèrent un petit peu. Soit il va cracher, soit il va se masturber. Soit il fait les deux, hein, il crache dans sa main pour pardon, c'est une vidéo tout public, pardon. Enfin bref, que ce soit un molar ou sa semence, en tout cas il y a un truc qui jaillit d'Atum pour donner naissance à Shu, dieu de l'air sec, et Tefnut, déesse de l'air humide. T'as remarqué, ça tombe bien, hein, un dieu, une déesse, ça va pouvoir faire des petits tout ça. Bon ok, ils sont aussi frères et sœurs, mais qu'est-ce que tu veux, forcément au début t'as pas trop le choix. Toujours est-il que Tefnut et Shu, ils vont bien s'entendre, et tant mieux pour nous d'ailleurs, hein, parce que c'est de leur union que vont se former Geb, la terre, et Nut, le ciel. Enfin, je devrais plutôt dire le terre et la ciel. En tout cas, c'est comme ça que les anciens égyptiens les voyaient, eux, puisque Geb est un homme, alors que Nut est une femme. Et ces deux-là, c'est pas n'importe quel dieu, attention. Geb, il est allongé pour former le sol, et Nut, elle se voûte, elle se contorsionne autour du monde pour protéger la terre. Et elle a une mission un petit peu importante, tous les soirs, elle doit avaler le dieu soleil, qui, pendant la nuit, transite en quelque sorte dans son corps, avant de renaître chaque matin. Et puis, c'est pas comme si la traversée dans son corps était tout repos. Le dieu soleil met 12 heures à la faire, et tous les jours, à la 7e heure, il doit faire face à Apophis, un mauvais dieu serpent dont le seul but est d'empêcher le soleil de se lever le jour suivant pour détruire le monde et faire revenir l'océan primordial. Ah bah ouais, mais c'est normal, y a pas que des dieux sympas, et me demande pas d'où il sort ce dieu-là, on sait pas, hein, il a juste débarqué comme ça. Enfin bref, comme si c'était pas suffisant d'accoucher du soleil tous les matins, Nut, elle prend même la peine de faire 4 autres gosses avec Geb, les 4 autres dieux du panthéon d'Héliopolis, Osiris, Isis, Seth et Nephthys. Osiris, c'est le tout premier des pharaons, il représente la loi, la rectitude et la légitimité. Isis, c'est la femme d'Osiris et la grande magicienne des dieux. Ensuite, tu as Seth, qui a vraiment pas une bonne réputation pour le coup, hein, mais on va voir ça plus tard. Lui, c'est le dieu de la colère et des passions non contrôlées. C'est vachement utile quand tu pars en guerre, hein, pour donner la rage, mais ça peut vite foutre le bordel quand même. Et la petite dernière, c'est Nephthys, c'est la sœur jumelle d'Isis et épouse de Seth. Elle est la déesse protectrice des morts. Bon, et c'est à partir de là que ça va commencer à partir en vrille. Je te la fais courte. Osiris va faire un enfant à Nephthys, en pensant faire l'amour à sa femme Isis, et cette petite union va donner Anubis. Ouais, le mec est un dieu, il est même pas capable de reconnaître sa femme, enfin bref, passons. Le fait est que Seth va pas bien le prendre du tout, hein, son frère vient quand même de se taper sa femme, enfin sa sœur, enfin bon, il est pas content Seth. Surtout que lui, il est stérile, donc quand Nephthys est enceinte, il y a pas besoin d'être Sherlock Holmes pour comprendre que bon, il y a un petit problème dans l'histoire. Et c'est le début d'un conflit fraternel entre Osiris et Seth, qui est au centre de la mythologie égyptienne. Pour se venger de son frérot qui l'a rendu cocu, Seth organise un énorme banquet. Avec des complices, il fait construire une belle boîte pile poil aux dimensions d'Osiris, et le jour du banquet, Seth annonce qu'il offre cette jolie boîte à celui dont les dimensions correspondent le mieux. Tout le monde rentre dans la boîte un par un, et quand c'est le tour d'Osiris, Seth et ses complices, ils sautent sur le coffre, ils referment le truc rapidement, et paf, ils le jettent dans le Nil. Ah, et je te l'ai toujours pas dit, c'est peut-être le bon moment, mais les dieux égyptiens, ils sont mortels. Du coup, Osiris, bye bye, noyé au fond du Nil. Heureusement, c'était sans compter sur les talents de magicienne d'Isis, qui récupère le corps de son mari pour lui redonner vie. Sauf que Seth, il découvre ça, et avant qu'elle ait le temps de faire quoi que ce soit, il remet la main sur le cadavre d'Osiris, il le découpe en plein de petits morceaux qui disséminent un peu partout en Égypte. Avec ça, Seth, il se dit qu'il sera tranquille, et il avait grave sous-estimé sa sœur. Isis part donc en quête à travers tout le territoire pour récupérer les morceaux de son mari. Et gros coup de chatte, elle arrive à tous les trouver, sauf un. Manque de peau, il y en a qu'un seul qui manque à l'appel, c'est son sexe, qui a été mangé par un poisson du Nil. C'est quand même con, hein. Mais bon, Isis, elle se démonte pas, elle prend un petit peu de terre, hein, un peu d'argile, un petit tour de magie, et hop, un nouveau zizi pour son mari. Avec l'aide d'Anubis, qui va rattacher tous les morceaux de son papa avec des bandelettes, et d'ailleurs donner lieu à la toute première momie, Isis va donc ressusciter Osiris. Suffisamment de temps pour faire un gosse avec, en tout cas, qui s'appelle Horus. Et c'est maintenant que je te rappelle donc qu'on parle d'un frère et d'une sœur, que lui, il est mort, coupé en plein de morceaux, mais bon, rescotché par magie, qu'il a un zizi en terre, voilà, c'est normal, hein. En même temps, je t'ai prévenu que c'était bizarre. Mais dis-toi qu'à l'époque, c'était complètement normal et admis pour tout le monde. D'ailleurs, dans Assassin's Creed Origins, tu peux te balader dans le monde et rencontrer des prêtres qui te raconteront des bribes de cette histoire le plus sérieusement du monde, hein. Posez les mecs. Ah bah oui, bien sûr, Isis, elle a fait Horus avec le zizi en terre, c'est normal, que tu remets quand même pas ça en question quand même. Bref, pour le coup, ok, Osiris ressuscite, mais pas vraiment. Il est quand même bloqué au royaume des morts. Alors forcément, c'est Horus qui doit prendre la relève pour vaincre
Seth, qui pendant ce temps-là règne en maître sur l'Égypte. Et je te la fais courte, ils vont s'affronter pendant des décennies, et c'est finalement Horus qui va avoir le droit de monter sur le trône. Et voilà, messieurs dames, comment un monde se crée à Héliopolis, en Égypte antique. Après, t'as la version de Memphis, qui est beaucoup plus simple. Parce que oui, je te rappelle, hein, chaque ville avait un peu son propre dieu favori, sa propre histoire de la création du monde. Et c'est vrai qu'on retrouve bien ça dans le jeu d'Ubisoft. T'auras pas affaire au même culte exactement en fonction d'où tu te trouves dans la map. Si tu te balades dans les rues de Memphis par exemple, tu verras le gigantesque temple du dieu Ptah, le dieu des artisans et des architectes. Un dieu juste méga populaire là-bas. Pour les habitants de Memphis, Ptah c'était carrément le premier dieu à la base de toute création. D'ailleurs, petite anecdote, c'est de là que vient le Pteux dans Égypte. Bon bah, Ptah lui, il avait pas besoin de se masturber, hein. Il avait juste à penser à un truc, le dire haut et fort, et pouf, ça engendre son existence. C'est plutôt pratique comme pouvoir. J'aimerais bien t'en dire plus sur la création du monde selon les adorateurs de Ptah, mais le problème c'est que tout ce qu'on sait de cette cosmogonie, c'est contenu sur une seule pierre, la pierre de Shabaka. Et non, elle vient pas de Star Wars les gars, est-ce qu'on peut arrêter ce genre de blague un petit peu lourde? Enfin, le problème avec cette pierre, c'est que dans le passé, un mec l'a utilisée pour y moudre du grain. Du coup, toutes les inscriptions au milieu ont été complètement effacées. Donc voilà, en attendant de trouver de nouvelles inscriptions ailleurs, on n'en sait pas beaucoup plus. Bon bah, c'était un résumé très sommaire de la création du monde à la sauce Égypte antique. J'en profite pour faire un big up à Nota Bene qui était avec moi pendant le voyage à Londres et qui a publié sur sa chaîne une vidéo qui viendra t'apporter plein d'autres infos sur l'Égypte antique. Donc n'hésite pas à aller checker ça. Pour ce qui est de la mythologie, hein, si tu veux en savoir plus, tu sais que t'as des liens et des bouquins en description pour approfondir tout ça. Et crois-moi, il y a des tas de mythes bien perchés dont je t'ai pas parlé. En même temps, tu t'imagines bien que c'est juste impossible de parler de toute la mythologie égyptienne en une seule vidéo. C'est juste tellement le bazar. Non mais c'est vrai, ça part dans tous les sens. Les mythes se sont étoffés au fur et à mesure des années avec des rajouts, des versions différentes, des dieux qui s'intervertissent, des cultes qui changent à chaque patelin. Alors, qu'on soit clair, ça doit être un pied total d'être égyptologue au quotidien. Je veux dire, fouiller dans des archives, déchiffrer des hiéroglyphes pour essayer de comprendre une culture aussi riche que difficile à cerner, c'est forcément un job de rêve, mais qui doit coûter cher en Doliprane quand même. Et heureusement qu'il y en a qui ont pas peur de la migraine pour nous permettre à nous, pauvres gamers, de jouer à des jeux comme Assassin's Creed dans un univers ultra documenté, ultra détaillé et le plus réaliste possible par rapport à ce qu'on sait de l'époque. D'ailleurs, pendant que je vous parle du jeu, merci à Raphaël qui a fait le salut internet. J'ai eu la chance de le rencontrer à Londres et c'est vraiment un artiste extraordinaire. Je veux dire, que ce soit sur son Instagram, son site ou sa chaîne YouTube, il poste très souvent ses dessins et laisse tomber comment c'est frustrant à côté de pas savoir faire ça. Enfin bref, c'est pas tous les jours qu'un des plus grands directeurs artistiques dans le milieu du jeu vidéo partage ses astuces sur une chaîne YouTube. Donc les gars, foncez vous y abonner, vous le regretterez absolument pas. Allez, je fais pas plus long, oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement et dites-moi en commentaire si ça vous tenterait une vidéo sur le terrain. Ou je sais pas, on pourrait aller visiter avec des égyptologues des endroits mythiques. En attendant, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut internet.